Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec 2 offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfort, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les 2 offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour tous ceux qui s'entraînent et réalisent des compétitions pendant les périodes les plus chaudes. La gestion de la chaleur de manière aiguë. Comme nous l'avons dit précédemment, les températures élevées limitent la performance et peuvent être à risque pour la santé. Mais saviez-vous que le jour J, en situation chaude, 3 grandes techniques peuvent vous aider à gérer cette chaleur au mieux. Tout d'abord, le choix de vos vêtements peut avoir un impact significatif sur votre capacité à gérer la chaleur. La couleur et le tissage des tissus peuvent influencer la quantité de chaleur absorbée ou réfléchie. Ensuite, l'hydratation joue également un rôle central et des substances adjointes, comme le menthol, peuvent aussi aider au rafraîchissement. Enfin, les méthodes de cooling et de pré-cooling peuvent vous aider à maintenir votre performance et votre confort thermique même lorsque les températures grimpent. À l'entraînement ou en compétition, comprendre ces aspects peut faire toute la différence et c'est le but de ce Scientific Day qui abordera ces 3 techniques en détail. Après cet épisode, vous saurez donc quoi faire pour affronter les conditions chaudes en trail et en course à pied. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Chaud devant, partie 3. Je vous en parlais dans l'épisode sur l'acclimatation à la chaleur. Les conditions environnementales chaudes engendrent 2 grandes conséquences chez les coureurs et les coureuses. D'une part, les températures élevées diminuent les performances sportives. Vos meilleurs chronos seront réalisés entre 10 et 17 degrés. Et pour chaque degré en dehors de cette fourchette, vos performances diminuent de 0,3 à 0,4% selon Manzio et al. En 2022. De plus, les efforts en conditions chaudes peuvent être à risque pour la santé. Par exemple, les risques d'hyperthermie et de coups de chaleur à l'effort sont accrus quand les températures grimpent. Il existe plusieurs façons de prévenir ces dégradations des performances et les risques pour la santé. D'un côté, il y a ce que j'appelle la méthode chronique, qui met du temps à s'installer, dans certaines conditions et avec des bénéfices durables. Il s'agit de l'acclimatation à la chaleur. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle les méthodes aiguës. Je range dans cette catégorie les méthodes qui n'auront pas d'effet sur le long terme, qui n'engendreront pas d'adaptation physiologique, mais qui ont des conséquences immédiates, à court terme, dès qu'elles sont utilisées. Plus précisément, 3 méthodes aiguës permettent de lutter contre la chaleur en trail. Il s'agit du choix des vêtements, de l'hydratation et du cooling ou pré-cooling. Pour clarifier dès maintenant, le cooling consiste à se rafraîchir le corps entier ou certaines zones du corps pendant un effort. Le pré-cooling, c'est la même pratique mais avant un effort. Contrairement à ce qui est parfois pensé, ces 3 méthodes n'engendrent pas de gains marginaux. Le choix des textiles, la quantité et la qualité des boissons et un rafraîchissement intelligent peuvent avoir des effets prononcés sur votre capacité à réaliser un effort en conditions chaudes en diminuant ce qu'on appelle le stress thermique. Du coup, sans surprise, la suite de cet épisode sera divisée en 3 parties. Une sur les vêtements, les textiles, une sur l'hydratation et une autre sur le cooling et le pré-cooling. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc rentrons dès maintenant dans le vif du sujet. Lors d'une épreuve de trail ou de course à pied, vous porterez forcément des vêtements. Et le choix de ces derniers n'est pas anodin. En 2019, Alada et al. Écrivent dans leur méta-analyse, que je vous détaille juste un peu plus tard dans l'épisode, qu'en conditions chaudes, 2 caractéristiques des textiles importent. D'une part, les vêtements doivent permettre l'évaporation de la transpiration, qui est un des mécanismes cruciaux pour la thermorégulation. La thermorégulation, c'est la régulation de la température du corps. En effet, lorsque la sueur s'évapore, lorsque la transpiration s'évapore, elle absorbe de la chaleur cutanée. Ce phénomène de passage de la sueur de l'état liquide à l'état gazeux
nécessitent une certaine quantité d'énergie appelée chaleur latente de vaporisation. En moyenne, pour chaque gramme de sueur évaporée, 580 kcal de chaleur sont éliminés de la surface cutanée. Du coup, les textiles utilisés doivent dans un premier temps favoriser ce phénomène d'évaporation de la sueur. D'autre part, le coloris des vêtements peut plus ou moins absorber, retenir la chaleur. Toujours selon ces auteurs, les vêtements noirs et foncés ne doivent pas être portés lors d'un exercice en conditions chaudes. Néanmoins, à ce jour, la littérature n'est pas très fournie sur la question des vêtements idéaux. Quelques preuves se dégagent tout de même, mais vous allez voir qu'elles sont hésitantes. En 2022, Di Domenico et Hall ont réalisé une revue de littérature sur le rôle des textiles de sport dans la thermorégulation, le confort et les performances en conditions chaudes. Avec une méthodologie classique pour ce type d'études, les auteurs ont regroupé les conclusions de 32 études. Les premiers éléments qu'ils discutent concernent les fibres des vêtements. Selon eux, plusieurs options existent, incluant des fibres synthétiques comme le polyester et d'autres fibres plus naturelles comme le coton. Néanmoins, leurs conclusions sur ce point indiquent que les effets des fibres sur la lutte contre la chaleur ne sont pas évidents. Aucune fibre ne ressort comme étant par défaut meilleure qu'une autre. De plus, l'efficacité du vêtement à favoriser la thermorégulation dépendrait en fait surtout du tissage des fibres, et pas seulement des fibres elles-mêmes. Cette équipe souligne que souvent, les vêtements en polyester conçus pour la chaleur proposent une structure de tissage plus complexe, en maille ou en filet, bénéfique pour le confort thermique, comparativement aux vêtements en coton qui ne peuvent pas bénéficier de ce type de structure de tissage. À ce jour, les vêtements synthétiques avec un tissage facilitant le flux d'air pourraient donc aider la thermorégulation. Cependant, selon ces auteurs, plus d'études sont nécessaires. Dans son ouvrage de 2007, Parsons consacre une petite section à l'influence de la couleur des vêtements sur la sensation de chaleur. Selon lui, pour estimer l'impact du soleil sur notre métabolisme et notre température, il faut utiliser une équation prenant en compte plusieurs paramètres, dont ce qu'il appelle le pouvoir absorbant des vêtements. Celui-ci est déterminé par la couleur du textile et se mesure sur une échelle allant de 0 à 1. Pour vous donner quelques exemples, la couleur noire absorbe à 0,88, le kaki à 0,57 et le blanc à 0,2. Autrement dit, la couleur blanc, un textile blanc, a un pouvoir absorbant de la chaleur 4,5 fois inférieur au noir et 3 fois inférieur au kaki. En 2014, Tsuji et Hall concluaient que la chaleur ressentie avec des vêtements de sport blancs était presque comparable à celle perçue en maillot de bain. Leur conclusion s'appliquait à un effort d'intensité modéré. En 2021, Toninsel et Hall arrivaient à la même conclusion en comparant des vêtements de sport blancs et noirs. Il n'existe à ma connaissance pas d'autres études scientifiques sur cette question. Cependant, les quelques preuves disponibles que je viens de vous discuter tendent vers une préférence pour les textiles plutôt blancs que noirs en cas de conditions environnementales chaudes. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième thématique que je souhaite traiter dans cet épisode, et il s'agit de l'hydratation. Pour commencer, dans leur méta-analyse de 2019, Haddad et Hall comparent l'efficacité de différentes méthodes de gestion de la chaleur sur les performances sportives. Leur travail est considérable car il regroupe 118 études. Parmi les méthodes comparées, on retrouve l'acclimatation à la chaleur, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, l'ingestion d'eau, donc l'hydratation, et le pré-cooling, dont je vous parle juste après. Leurs analyses statistiques ont révélé que de toutes les techniques comparées, l'hydratation était la plus efficace pour significativement diminuer la vitesse à laquelle la température du corps s'élève en conditions chaudes, et la deuxième plus efficace pour améliorer les performances en conditions chaudes. La première était l'acclimatation. Nous savons donc maintenant que boire est une méthode qui aide notre thermorégulation. Pour certains auditeurs, cette conclusion semblera naïve. Cependant, au vu de questions que je reçois régulièrement sur l'Instagram de Courir Mieux, que je vous invite à rejoindre, je pense qu'il est important de le rappeler. Maintenant, rentrons dans les détails de l'hydratation. Concernant la bonne quantité d'eau à consommer pendant un effort en conditions chaudes, souvent le métabolisme et ses signaux fonctionnent correctement. Lorsque la sensation de soif se fait ressentir, elle indique généralement un besoin en apport hydrique à satisfaire. Néanmoins, la stratégie de consommation d'eau pendant un effort en conditions chaudes dite à volonté ou à la sensation, appelée ad libitum dans la littérature, ne semble en fait pas si optimale que parfois crue. En 2019, Goulet et Hoffman conduisaient d'ailleurs une méta-analyse sur le sujet regroupant 7 études. Leurs résultats montraient que les personnes buvant à la sensation consommaient pendant une période donnée 2 fois moins d'eau que celles buvant à un rythme imposé et considérées comme optimales.
Ces personnes finissaient dans un état de déshydratation pouvant diminuer les performances sportives. Cette dégradation ne se reflétait pas dans les études considérées dans cette méta-analyse qui proposaient des efforts de 1 à 2 heures maximum. Cependant, il est possible et crédible que sur des efforts plus longs, elles se fassent sentir. La consommation d'eau à la sensation ne semble donc pas optimale. Et je vais vous expliquer comment faire. Dans la méta-analyse de Halada et al. En 2019, les études s'intéressant aux effets de l'hydratation pour gérer la chaleur, en trail ou en course à pied, ont estimé les quantités que devaient boire les athlètes avec une méthode dont je vous avais parlé dans les épisodes sur comment s'alimenter en trail, que vous retrouverez en ligne. Précisément, dans les 25 expérimentations sur la question, les chercheurs estimaient le taux de transpiration horaire des personnes au sein d'un effort réalisé dans les mêmes conditions environnementales que celle du test ou de la performance qui devra être réalisée pendant l'étude. Dans les groupes hydratation de ces études, les athlètes devaient boire assez pour compenser 70% à 100% des pertes hydriques horaires préalablement estimées. Par exemple, imaginons que le test pour l'étude consistait en 2 heures de course à pied à 70% de VO2 max et par 20 degrés. Avant ce test, les athlètes couraient 1 heure à 70% de VO2 max, même intensité, et par 20 degrés, même conditions environnementales. Les athlètes étaient également pesés juste avant et juste après ce test. Une personne ayant perdu 1 kg de poids de corps pendant cette phase a donc un taux de transpiration horaire dans ces conditions de 1 litre. Elle devait donc, pendant le vrai test ou la vraie performance, boire 700 ml à 1 litre d'eau par heure pour compenser son taux de transpiration horaire. Autrement dit, ses pertes hydriques. En cas de chaleur, cette méthode d'hydratation, qui compense au mieux le taux de transpiration horaire, semble être le meilleur. Il suffit d'estimer approximativement votre taux de transpiration horaire au préalable, dans des conditions environnementales et intensités similaires à celles de la course que vous préparez. Ensuite, vous devrez boire suffisamment pour compenser 70 à 100% de ces pertes. Certaines études parlent aussi de boire assez pour ne pas perdre plus de 2,5% de son poids de corps, ce qui revient globalement au même. Si avant un effort ou une compétition, vous n'avez pas pu estimer votre taux de transpiration, rappelez-vous qu'en suivant vos sensations, nous buvons généralement en moyenne 2 fois moins que nécessaire, d'après Goulet et Hoffman en 2019. Donc, si vous êtes sur cette stratégie, n'hésitez pas à augmenter un peu vos apports par rapport à ce que vous auriez envie de faire. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Une autre question que l'on peut se poser concerne la température de l'eau ingérée. Est-ce que boire de l'eau froide permet de mieux gérer la chaleur en trail ou en course à pied par exemple? La littérature donne quelques pistes de réponse. En 2012, Burdon et al. Ont conduit une méta-analyse pour estimer si la température de l'eau ou d'une boisson d'effort, peu importe, influence la quantité consommée pendant l'exercice. Leurs analyses statistiques ont révélé que les athlètes consommaient environ 50% de plus de boissons froides, c'est-à-dire entre 0 et 10 degrés, ou fraîches, c'est-à-dire entre 10 et 20 degrés, que de boissons chaudes. Cela se traduisait par un taux de déshydratation en moyenne 1,3% inférieur lorsque les boissons étaient froides ou fraîches par rapport à lorsqu'elles étaient chaudes. Cette même équipe avait déjà montré que la consommation de boissons froides pouvait, en conditions chaudes, diminuer la température centrale et améliorer les performances. C'est leur étude de 2010. Ensuite, la méta-analyse de Heidenreich et al. En 2023 arrive à la même conclusion. Pour celle-ci, les auteurs ont regroupé 47 études. Ces dernières s'intéressent toutes à différentes méthodes dites internes pour gérer la chaleur à l'effort, comme par exemple l'ingestion d'eau froide. Leurs résultats montrent que de nombreuses mesures physiologiques et psychologiques, comme la sensation de chaleur, étaient significativement améliorées par l'ingestion d'eau ou de boissons froides, c'est-à-dire à une température inférieure à 10 degrés, comparativement à de l'eau ou des boissons à des températures dites tempérées, c'est-à-dire supérieures à 18 degrés. Néanmoins, il faut garder en tête que les effets discutés dans ces études sont modestes. L'eau et les boissons froides ou fraîches
semble plus agréable à boire et plus plaisante. Alors nous en consommerions plus. Cependant, une eau froide ou fraîche ne semble pas avoir d'effet large sur la gestion de la chaleur en endurance comme en trail ou en course à pied. Maintenant, j'aimerais vous parler du menthol. Il s'agit d'un composé organique, extrait principalement de la menthe poivrée, mais aussi de l'huile essentielle de menthe ou synthétisée en laboratoire. Le menthol intrigue les chercheurs pour ses effets sur la thermorégulation en conditions chaudes. En effet, le menthol pourrait créer une sensation de fraîcheur par l'activation de récepteurs nerveux TRPM8, réduisant la perception de chaleur et le stress thermique, ce qui se traduit par une amélioration du confort et des performances en environnement chaud. Si effectivement j'ai décidé de parler du menthol dans cet épisode, dans la section dédiée à l'hydratation, vous allez voir que son administration ne se limite pas aux boissons. En effet, le menthol peut être bu, mais aussi appliqué sur la peau ou encore utilisé en rinçage de bouche. Bref, de nombreuses utilisations possibles existent. En 2020, la méta-analyse de Keringer et al. A montré que le menthol, en application externe, par exemple en crème, ou interne, par exemple en boisson, améliorait significativement le confort thermique et la sensation de chaleur, ainsi que les performances en endurance en conditions chaudes. Cependant, en 2024, la méta-analyse de Gavel et al. Qui vient de sortir a montré que la méthode par rinçage de bouche avec une solution mentholée n'avait que peu d'effet. Les résultats de la méta-analyse de Roriz et al. En 2022 sont encore plus concluants. Sur 11 études testant les effets de l'ingestion du menthol sur la performance en endurance en conditions chaudes, 10 d'entre elles montraient des effets significatifs en faveur de ce composé. En 2020, un groupe de 14 experts sur cette thématique s'est d'ailleurs réuni pour proposer un consensus autour des conditions d'utilisation du menthol pour lutter contre la chaleur prévue pendant les JO 2021. L'une de ces membres de ce groupe est d'ailleurs mon invité dans la partie 2 de cet épisode, que je vous invite à consulter, et nous y aborderons largement la thématique du menthol. Maintenant parlons du cooling et du pré-cooling. Vous souvenez-vous de François Daen à la fin de la Diagonale des Fous 2023. À quelques kilomètres de l'arrivée et souffrant terriblement de la chaleur, François décide de s'immerger intégralement dans une rivière pour se rafraîchir. Cette technique porte un nom, le cooling. Elle a pour objectif de faire baisser la température centrale et cutanée avec du froid. Le cooling peut être interne, comme discuté précédemment avec l'hydratation, ou externe, avec l'application de glace ou l'immersion dans l'eau. De plus, il est aussi possible d'utiliser le cooling avant l'effort. On parle alors de pré-cooling. Cette dernière technique vise à retarder l'augmentation de la température corporelle pendant l'effort en partant d'une température plus basse avant l'effort. Le cooling externe et le pré-cooling permettent tous deux de mieux gérer la chaleur en trail et en course à pied. Je vous propose de jeter un œil à ce que la littérature a montré sur ces sujets. Pendant un effort sportif, le cooling peut être réalisé de différentes manières. Selon Adams et al. En 2016, il existe précisément 11 techniques de cooling. L'immersion totale ou partielle dans de l'eau froide ou glacée, 2. S'asperger d'eau froide, 3. Utiliser des serviettes glacées, 4. Utiliser des poches de glace, 5. Utiliser un ventilateur, 6. Se refroidir les mains, 7. Se refroidir la tête, 8. Utiliser une veste rafraîchissante, 9. Utiliser des manchons rafraîchissants, 10. S'hydrater, comme discuté précédemment, et 11. Ingérer une préparation semi-liquide ou semi-glacée, comme une sorte de granité. D'après ces auteurs, l'immersion totale ou partielle en eau froide ou glacée, c'est-à-dire entre 2 et 10 degrés, est la méthode la plus efficace pour abaisser la température corporelle en conditions chaudes. Elle permettrait une diminution de 0,25 à 0,35 degrés par minute. Selon eux, la deuxième méthode la plus efficace consisterait à s'asperger d'eau. Alors, l'eau doit être la plus froide possible et le flux d'eau le plus continu possible. Les autres méthodes engendrent des diminutions de température selon ces auteurs négligeables, inférieures à 0,1 degré par minute. Les méta-analyses de Douzy et al. En 2019 et de Jiang et al. En 2023 ne font pas exactement les mêmes observations. Les analyses statistiques de ces deux études démontrent que le cooling pendant un effort sportif d'endurance améliore significativement les performances. Cependant, selon eux, l'immersion complète en eau froide est moins efficace que de s'asperger le corps d'eau froide par exemple. Comme le souligne Stevens et al. En 2017, le cooling pendant l'exercice n'est pas encore exploré et plus d'études sont requises. De plus, le cooling du corps entier est applicable en trail, par exemple dans une rivière, mais moins dans d'autres sports, par exemple en marathon, qui est beaucoup plus étudié à ce jour que le trail. Cela peut expliquer qu'aujourd'hui, peu d'études ont conclu sur cette technique qui semble pourtant présenter le plus haut taux de rafraîchissement d'après la littérature. Enfin, concernant le pré-cooling, c'est-à-dire
l'abaissement de la température avant un effort dans des conditions environnementales chaudes. Là, la littérature est un peu plus tranchée. Les méta-analyses de Bongers et al. En 2015 et de Tiller et al. En 2015 montrent une amélioration significative des performances en endurance en conditions chaudes réalisées après pré-cooling. Ces méta soulignent également une température centrale plus basse en fin de performance comparativement aux personnes n'ayant pas réalisé de pré-cooling. La méta-analyse de Jones et al. En 2012 était plus prudente, avec moins d'études et des effets moins marqués. Ces auteurs soulignaient surtout que certaines techniques, comme l'immersion du corps entier en eau froide avant l'effort, étaient plus efficaces que d'autres techniques comme l'ingestion de glace ou le port de textiles froids. En 2012, la méta-analyse de Wegman et al. Concluait que le pré-cooling est surtout efficace sur les efforts d'endurance en conditions chaudes et que le pré-cooling semble inefficace pour des efforts anaérobies et pour ceux à des températures dites normales. Selon leurs analyses, les méthodes de pré-cooling les plus efficaces sont les boissons froides, les poches de glace et le temps passé dans une pièce froide. Les gilets rafraîchissants et s'asperger d'eau auraient des effets moins marqués. Là encore, la question de la meilleure technique de pré-cooling reste ouverte et plusieurs auteurs dans les différentes études regrettent l'absence de réponse claire à celle-ci. Je trouve intéressant de noter que plusieurs études synthétisées dans un lien disponible sur la version écrite de cet épisode avancent que les bénéfices du pré-cooling perdurent entre 20 et 90 minutes après l'utilisation du pré-cooling. En conclusion, la gestion efficace de la chaleur représente un défi majeur pour les coureurs de trail et de course à pied. Des températures élevées influencent à la fois les performances et la santé, et 3 grandes familles de stratégies peuvent venir compléter une acclimatation à la chaleur pour mieux gérer les conditions environnementales exigeantes chaudes. Tout d'abord, les textiles jouent un certain rôle dans la thermorégulation. Selon les études discutées dans cet épisode, certains tissus techniques favorisent l'évaporation de la transpiration. Les rares recherches suggèrent que les vêtements en polyester avec une structure de tissage en maille ou en filet permettent une meilleure circulation de l'air, réduisant ainsi le stress thermique. De plus, opter pour des vêtements de couleur claire comme le blanc peut contribuer à réfléchir plutôt qu'à absorber la chaleur du soleil, améliorant ainsi le confort thermique pendant l'effort. En ce qui concerne l'hydratation, les études citées soulignent l'importance de stratégies précises pour maintenir l'équilibre hydrique optimal. Contrairement à la consommation d'eau basée uniquement sur la sensation de soif, qui semble sous-optimale et insuffisante, les études recommandent une approche proactive. Il est conseillé d'estimer approximativement les pertes hydriques individuelles à travers notre taux de transpiration et de compenser ce taux de transpiration entre 70 et 100% pendant l'effort. Je vous ai expliqué durant l'épisode comment faire. Les boissons fraîches prises avant et pendant l'exercice semblent efficaces pour maintenir la température corporelle basse et elles amélioraient les performances en endurance par temps chaud en favorisant la thermorégulation. Le menthol, par ses propriétés rafraîchissantes en activant les récepteurs TRPM8, ouvre la porte vers des stratégies innovantes pour améliorer encore plus le confort thermique et potentiellement les performances en trail sous conditions chaudes, que ce soit par ingestion, par application cutanée ou par rinçage buccal. Enfin, l'utilisation de techniques de cooling, donc de refroidissement, avant et pendant l'exercice peuvent améliorer la gestion de la chaleur en trail et en course à pied. Le pré-cooling, tel que l'immersion dans l'eau froide, l'aspersion d'eau froide ou l'application de glace avant un effort, aide à abaisser la température corporelle, ce qui retarde l'augmentation de la température interne pendant l'exercice. De même, le cooling pendant l'effort, comme l'aspersion d'eau froide ou une immersion rapide dans des eaux fraîches ou froides, serait efficace pour réduire le stress thermique et maintenir des performances optimales sous des conditions climatiques chaudes. Il est intéressant de noter que d'une part, ces stratégies peuvent se combiner. Il est en effet possible de courir habillé en blanc, de boire une eau fraîche mentholée, et de s'immerger dans une rivière dès que possible, sur un trail par exemple. De plus, il est important de souligner que ces stratégies ne se substituent pas à l'acclimatation à la chaleur, mais viennent la compléter. Cette dernière étant une technique chronique de lutte contre la chaleur, comme évoqué précédemment dans les 2 épisodes dédiés à l'acclimatation. Enfin, comme discuté, toutes ces stratégies semblent efficaces. Cependant, les meilleures techniques, notamment en cooling et en pré-cooling, sont encore largement débattues. Mon conseil dans de telles conditions est de tester ces méthodes lors de vos entraînements pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, tout en tenant compte des recommandations mentionnées dans cet épisode. De plus, je vous invite vivement à écouter la partie 2 de cet épisode avec mon invité, experte sur cette thématique, qui vous apportera certainement d'autres éléments de réponse.
Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur la gestion de la chaleur de manière aiguë. Nous avons exploré ensemble l'importance des vêtements, de l'hydratation et du menthol, ainsi que des techniques de cooling et de pré-cooling. J'espère que les informations partagées vous aideront à mieux gérer les fortes températures lors de vos prochaines courses et entraînements. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la partie 2 de ce Scientific Day, où je recevrai Florence Riera, chercheuse en sciences du sport à l'Université de Perpignan et experte de la thématique du menthol. Florence nous apportera son éclairage scientifique et ses conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de cette substance et aller plus loin sur les autres techniques mentionnées. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.